Mesdames et messieurs, bonjour. En cette journée internationale des femmes, la coalition locale de la Marche mondiale des femmes est heureuse d'accueillir comme conférencière principale Madame Michèle Sirois, anthropologue et sociologue. Madame Sirois et plusieurs autres féministes laïques ont créé en 2013 un nouveau regroupement pour les droits des femmes du Québec. Ce regroupement est féministe, laïque et mixte. Il accueille des femmes et des hommes engagés dans la lutte pour la laïcité et l'égalité des hommes et des femmes. Madame Michèle Sirois expliquera les raisons de l'avènement de PDF Québec et les défis des prochaines années pour les droits des femmes du Québec. Sans plus tarder, je cède la parole à Madame Sirois. Bonjour à vous toutes et à vous tous, parce qu'il y a des hommes aussi, ça c'est aussi encourageant pour l'avenir de la cause des femmes. Alors, première chose, comme avant-propos, je voudrais préciser, je voudrais remercier le Centre Rayon de femmes, dont je fais partie avec grand plaisir, de m'avoir invité donc à donner cette conférence dans la Journée internationale des femmes 2014. Je voudrais aussi remercier ce centre. Vous avez entendu Pierrette Gratton ce matin. Je me suis dit, mon Dieu, qu'on est donc sur la même longueur d'onde. Est-ce que je vais avoir encore quelque chose à dire? Tellement c'était touffu, intéressant, et puis ça recoupait. Mais je veux les remercier, ces femmes de centre qui m'ont appris, en fin de compte, à mettre des mots sur ce que je ressentais, qu'il y avait quelque chose qui se passait, puis qu'ils n'étaient pas tout à fait d'accord avec ça, mais elles m'ont aidé vraiment à mettre des mots, l'intersectionnalité. Ça m'a permis de découvrir quelque chose, mettre un nom sur le malaise que plusieurs femmes, et plus qu'un malaise, peut-être un peu de révolte par rapport à tout ce qu'on a vécu comme femmes, toutes les luttes, puis on s'est dit, mon Dieu, on recule. Alors donc, je veux les remercier pour m'avoir initié, aidé à saisir. Et cette conférence, d'ailleurs, se veut un début de réflexion, puis je compte sur, je crois pas que ce soit terminé comme réflexion. On est dans une période de changement social très grand dans l'intérieur du mouvement féministe. Et ce n'est pas évident de savoir où on en est et ce qu'il se passe quand on baigne là-dedans. Donc, dans le changement social, on voit les choses passer, mais on n'est pas toujours capable de les nommer et de savoir à ce moment-là où on doit s'en aller. Alors, donc, c'est important pour moi. Ce que je voudrais faire également, c'est de vous dire que il y a un an, le 8 mars 2013, un groupe de femmes ont publié un manifeste dans Le Devoir. Alors, ce texte a fait des rebondissements, je peux vous dire. Il exprimait le ras-le-bol de plusieurs femmes qui voyaient qu'on attaquait des droits qu'on croyait assurés. Nous qui voulions avancer, on s'aperçoit qu'on est obligé de se battre pour pas reculer. Alors, ça nous a d'abord saisis et on s'est regroupés et vous voyez, il y a une liste d'une trentaine de signataires et qui a été appuyée par plus de 300 femmes et je dirais au moins 30% d'hommes qui ont dit « suffit, assez les reculs pour les femmes, halte aux attaques aux droits des femmes ». Alors, qu'est-ce qu'on voyait en fait? On voyait un retour du religieux. Pierrette a bien mentionné ça ce matin. On retourne aux religieux. Nous qui pensions qu'ils étaient sortis du goupillon, de l'eau bénite et autres, on retournait et on voyait que ça peut avoir des implications importantes. Également, on voyait qu'il y a toute une montée de l'individualisme qui est liée aussi à une économie globalisée et que de plus en plus, souvent dans les jeunes générations, les jeunes femmes qui disent « Oh non, moi, c'est pas ma tasse de thé, le féminisme. Je vais me débrouiller par moi-même. Je vais faire ma propre émancipation. Je fais ma propre, mon propre projet de vie sans m'occuper des autres. Donc, sans solidarité. Alors,
et les femmes qui ont milité longtemps sentaient qu'elles n'avaient plus de voix pour exprimer des demandes et qu'on dépolitisait nos actions et nos luttes. Alors, ce manifeste, il voulait justement faire une espèce de électrochoc dans la communauté féministe pour le 8 mars 2013, exprimer donc ce ras-le-bol. Et ça a eu du succès parce qu'après, on nous épinglait quand on allait à quelque part. Ah oui, le manifeste, ça a dérangé. Mais c'est l'objectif. La cause des femmes est arrivée parce qu'on a dérangé. On a dérangé des certitudes, puis on s'est dit qu'il faut réorienter des choses. Entre autres, une des choses qui se retrouve dans le manifeste, qui nous avait donné un peu l'impulsion, c'est les décisions de la Cour suprême maintenant c'est sur la prostitution, mais c'était aussi sur le voile intégral. Permettre à une femme de témoigner en cours avec un voile intégral avec un niqab, ça a été un électrochoc pour beaucoup de personnes, surtout pour un droit qui mise tout sur les droits de l'accusé et tout à coup ça devient des droits religieux qui passaient au-dessus et jamais on n'a parlé qu'on pouvait nuire aux droits des femmes avec ça, à la dignité des femmes, la Cour suprême du Canada. Alors ça, c'est un peu choquant. Une autre décision aussi qui nous avait, moi personnellement, qui m'a fait un choc, c'est la décision de la Cour suprême qui, pas la Cour suprême, mais la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, qui donne son aval à une demande d'un juif hassidique qui ne veut pas passer un examen de conduite avec une femme comme examinatrice. Et c'était accepté. Et je me disais, si quelqu'un avait demandé, je ne veux pas passer l'examen de conduite avec un noir ou avec une noire, ça serait même pas rendu à la Commission des droits de la personne et encore moins avoir été statué. Je me dis, heureusement que ça n'aurait pas été accepté pour les Noirs, mais est-ce que les femmes, pourquoi on accepte pour les femmes toute cette tendance à la non-mixité parce que les femmes sont considérées dans certaines religions comme impures? Alors, c'est l'aval à cette conception que la femme est impure. Donc, on s'est dit que les droits et la dignité des femmes étaient atteints. Et c'est pour ça qu'il y a eu le manifeste du 8 mars. Les questions que ça pose au mouvement féministe, tous ces changements et ces reculs. Donc, la question première, c'est où on en est actuellement? Bien, on en est dans des changements majeurs. Les changements majeurs aussi, c'est quel courant à l'intérieur de ces changements, vers quel courant ça nous conduit? Où en sommes-nous et quel courant se dessine dans le mouvement féministe? Quels sont, parmi ces courants, quelles sont les avancées qui sont porteuses de progrès ou de régression? Quels sont les écueils qu'on doit éviter? Quels sont les défis à relever? Alors, tout ça se pose la question et c'est à ça qu'a essayé de répondre PDF Québec. OK? Alors, PDF Québec, pour les droits des femmes du Québec, ça nous est venu parce qu'effectivement, c'est ceux-là qu'on avait l'impression qu'ils étaient moins l'objet premier maintenant de certains groupes féministes. Et nous, on voulait remettre sur la voie VOIE et donner une voix VOIX aux femmes pour que leurs droits soient vraiment maintenu comme une priorité. Devant ces différentes voix, quand on y réfléchit, qu'on milite à l'intérieur des groupes féministes, comme a mentionné Pierrette ce matin, il y a deux grandes orientations actuellement qui s'opposent, sont pas juste différentes, elles s'opposent. Il y a une forme pas de rivalité pour de membership, non, c'est au niveau des idées. Quelle sorte de priorité on va accorder? Et c'est de ça, entre autres, dont je voulais parler aujourd'hui, de ces deux grandes orientations-là. Pour ça, je vais établir... Bon, merci. Alors, premièrement, donc, voyons d'où on vient. On vient donc un bref historique du mouvement féministe, des choses que vous savez toutes, mais je voudrais juste faire un rappel. Première chose que les féministes ont travaillé, c'est que
sur quoi on a travaillé? Quel était l'objet de notre lutte? Premièrement, de faire comprendre et d'affirmer que être femme ou être homme, ce n'est pas qu'une question de nature. C'est pas nos hormones qui nous prédisposent à faire la vaisselle, à prendre soin des enfants, puis que les hommes parlent le sport. Non, ça s'appelle l'influence, la société et l'histoire qui sont construits. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme? Ça n'empêche pas qu'il y a un fond naturel, mais la nature humaine est assez flexible à ce niveau-là. Deuxième élément, qui est l'objet de notre lutte féministe, c'est la lutte au patriarcat. Et ce patriarcat, il est universel, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans toutes les sociétés. Et même si on vous a raconté que les Iroquois fonctionnaient avec une société matriarcale, ce sont des erreurs quelquefois qui sont propagées par des gens qui ne connaissent peut-être pas les Iroquois, mais c'est une société qui était matrilinéaire et non pas matriarcale. Donc, de sociétés matriarcales, on n'en retrouve pas, c'est partout dans toutes les cultures et de tout temps, à toute époque. Donc, le patriarcat, il est universel. Les femmes se sont retrouvées infériorisées partout. Donc, pour nous, c'est une lutte importante puisque de tout temps, avant tout système économique, les femmes étaient déjà opprimées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut d'abord reconnaître, pour nous, la pleine et entière reconnaissance de nos droits. Nos droits au niveau juridique, politique, économique et social. Ça veut dire aussi qu'il faut passer d'une égalité de droits. Oui, hein, il y en a qui disent, qu'est-ce que vous voulez encore, vous les femmes? Pourquoi vous voulez encore le 8 mars? Après tout, vous avez tout. Qu'est-ce que vous avez encore à vous plaindre? Eh bien, on a beaucoup gagné de droits, mais il faut maintenant arriver à l'égalité de fait. Passer dans les faits, que ça ne reste pas toujours théorique. Si on avait l'égalité des faits, la Commission des droits de la personne n'aurait même pas songé. Il n'y aurait pas un juif hassidique qui aurait pu demander « je veux pas une femme pour me faire un examen parce qu'elle est un peu ». Ils l'ont pas dit, mais on le sait pourquoi. Alors donc, cette longue marche des femmes de une centaine d'années et quelquefois avant, nous a amené, donc nos aînés qui nous ont précédés, nous ont amené à améliorer la condition des femmes. Puis c'est un acquis, c'est un patrimoine historique immatériel, pour parler comme l'UNESCO, un patrimoine historique qu'il faut protéger. Alors, le Québec moderne, tout spécialement, a intensifié. Et quand est-ce que le Québec moderne a intensifié l'avancée des droits des femmes? C'est entre autres quand on a relégué la religion, on a dit dans ton église et l'État à sa place, chacun à sa place. Quand on a séparé, les droits des femmes ont commencé à progresser. Vous voyez que des femmes qui ont connu ça, à partir des années 60, oui, sont inquiètes avec le retour du religieux. Est-ce que ça veut dire que quand on les a tassés, qu'on a avancé, qu'on va reculer? Eh bien, il y a des éléments qui nous disent, oui, on est peut-être en voie de recul. Alors, pensons, entre autres, rappelons d'où on vient. Dans la fin des années 1920, on a été obligé, il y a des femmes qui sont allées jusqu'en Angleterre, à Londres, parce que la Cour suprême déclarait que la femme n'était pas une personne. Alors, fin des années 20, nous n'étions même pas une personne. C'est nous qui mettions au monde les enfants, on s'en occupait, mais on n'avait pas de droit, parce que nous n'étions pas des personnes. Alors, quand on nous dit maintenant que la Cour suprême, on ne peut pas déroger à ça, c'est la Cour suprême, oui, la Cour suprême peut errer, elle a erré à fin des années 20, en disant que nous n'étions pas des personnes, mais je pense qu'elle a erré également dans les décisions sur la prostitution et dans les décisions sur la femme qui peut témoigner avec un niqab. Parce que les droits des femmes, c'est pas parce que tu deviens juge à la Cour suprême que tout à coup, ça fait un féministe de toi. Alors, je pense qu'il y a des choses différentes et c'est les femmes qui doivent le rappeler, ça. Mais dans ce mouvement, on parle d'un mouvement féministe. Par définition, un mouvement, ça bouge. Ça bouge, ça peut reculer, mais j'espère que ça peut avancer également. Alors donc, ce mouvement qui avance,
Qu'est-ce qui le fait avancer? En quoi il y a ce changement dans la société? Eh bien, ce changement, ce qui se brasse dans la société, va influencer le mouvement féministe. Et c'est ça, entre autres, ce dont a parlé Pierrette, l'intersectionnalité des oppressions nous vient de quoi? D'où ça vient? Eh bien, il y a toute chose qui a brassé. Il n'y a pas juste la lutte des femmes vers une avancée davantage donc de nos droits, mais également on vit dans un système capitaliste et néolibéral. C'est l'économie est financiarisée, c'est la marchandisation de tout ce marchandant. On le sait qu'il y a un commerce des organes et il y a un commerce des femmes également. Et nous, on se préoccupe tout spécialement du commerce des femmes, de leur corps. Alors donc, ce capitalisme qui avance, la pornographie qui va devenir, tout devient marchandise. Quand il y a une dizaine d'années, les publicistes n'osaient pas faire ce qu'ils font maintenant avec l'hypersexualisation. Alors donc, ces éléments-là ont été avancés dans la société et finissent par se glisser aussi à l'intérieur du féminisme. Alors, le marxisme aussi, c'est une théorie très populaire dans les années 70. Moi, j'y suis encore accrochée en partie. Alors, mais c'est une recherche de justice sociale. Donc, il y a des éléments moins bons, mais il y a des éléments positifs. Entre autres, la recherche de justice sociale, je pense, c'est quelque chose d'important à l'intérieur du féminisme. Il y a eu aussi la montée des droits humains. Et là arrive déjà, c'est une dissension à l'intérieur du féminisme. C'est quoi ces droits-là? Certains vont dire c'est des droits universels auxquels on a droit parce qu'on est des êtres humains. D'autres vont dire, oh mon Dieu, tu parles de droits universels, ça veut dire des droits occidentaux. C'est mauvais parce que c'est occidental, vous allez nous imposer votre vision des droits. Alors donc, déjà au niveau des droits, on voit qu'il y a des oppositions. Ben moi, j'ai fait un plaidoyer en faveur des droits universels, c'est-à-dire que, comme humains, nous avons des droits comme humains. Et qu'il n'y a pas des sous-humains qui auraient droit à moins de droits que les autres. Pour moi, c'est ça le vrai humanisme, et non pas une différence au niveau des droits. Il y a eu aussi des luttes contre le racisme. Tant mieux, on a besoin de lutter contre le racisme parce qu'il est souvent larvé. Il nous vient souvent des États-Unis. Vous vous rappelez les Black Panthers? Avec toute cette mode des coupes afro. Moi aussi, j'en ai eu une coupe afro, là. Mais ce pouvoir noir, et maintenant, à l'intérieur du féminisme, je vais y revenir, et ça vient tellement des États-Unis qu'ils ont gardé le nom anglais. Ils parlent pas du féminisme noir, ils parlent du black feminism. Alors donc, on voit vraiment d'où vient l'origine, puis je vais y revenir là-dessus. Il y a eu aussi des mouvements de décolonisation et des luttes postcoloniales. Tout ça est à l'intérieur du féminisme. Imaginez comment ça brasse à l'intérieur. Il y a eu des luttes aussi pour des minorités culturelles ou ethniques. Les droits des Autochtones. Moi, comme anthropologue, oui, c'est important, les droits des Autochtones. Ça brasse aussi à l'intérieur du féminisme, tout ça. Et enfin, puis il y en a bien d'autres, mais dans mon énumération, les luttes des minorités sexuelles. Parce qu'on sait que les femmes sont souvent associées justement à de l'infériorisation, puis tous ceux qui veulent ressembler à des femmes, ben c'est des moins que femmes. Alors toute cette homophobie et les minorités sexuelles ont commencé aussi à lutter dans la société. Ben ça se retrouve aussi dans le mouvement féministe. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui bougent dans la société et ça se met à faire bouger le féminisme également. Et qu'est-ce qui va émerger? Ben, on va voir un courant qui s'appelle le courant non, pas encore, le féminisme individualiste. Le féminisme individualiste, par définition, il s'inscrit, on le repère comme un courant féministe, mais lui-même ne s'identifie pas, il ne milite pas à l'intérieur. Ceux qui vont militer, justement, c'est un groupe qui va vouloir critiquer le féminisme qu'on a connu dans les années 60. Donc, on va rester avec le groupe féministe des années 60 et qui a amorcé sa lutte. C'est pas parce qu'on a amorcé des luttes en 1920 pour être une personne que tout à coup, on n'est plus des personnes. Ce courant est toujours important, mais il est critiqué actuellement à l'intérieur du mouvement féministe. Donc, on va arriver à des enjeux précis et là, on va voir l'affrontement quand on va arriver à des enjeux. Alors, vous les voyez. Premièrement, on va voir qu'il y a des enjeux, deux enjeux qui sont révélateurs.
des dissensions, qui sont des lignes de fracture entre des courants. La question de la prostitution et le voile islamique, hein, ça a bien été dit ce matin. Est-ce qu'on va parler de travailleuses du sexe? Tout de suite, quand on regarde un texte qui vient d'un groupe ou de l'autre, on voit qu'ils ne parlent pas de la même chose. Un parle de prostituées, d'autres parlent de travailleuses. Vous savez, une travailleuse comme une autre. Une parle de marchandisation du corps et d'exploitation, l'autre parle d'une industrie. Hein? Il y a l'industrie de toutes sortes de choses. Ben, ça donne qu'il y a différentes marchandises, dont le corps des femmes pour certaines. Parce qu'à l'intérieur du féminisme, il y a différents groupes qui luttent pour leurs propres intérêts aussi à l'intérieur et qui tirent la corde, hein, comme un jeu de souk à la corde. On tire d'un bord, ça tire de l'autre également. Alors, il y a un groupe comme Stella qui va militer pour la prostitution. C'est un choix alors, personnel. Là. Un choix. D'autres vont dire non, non, c'est pas un choix. C'est quand une femme n'a plus d'autre choix qu'elle va choisir la prostitution. Est-ce un choix quand tu es acculé à la prostitution? Donc, la prostitution, c'est une source de dissension. Deuxième source de dissension, c'est le voile islamique à l'intérieur du féminisme. Vous les avez vus, le débat sur la charte, hein, depuis l'automne passé. J'ai pas besoin de vous illustrer jusqu'à quel point les manifs d'un côté, les manifs de l'autre, les spectacles d'un, les films de l'autre, oui, ça se bat autour du voile islamique. Qu'est-ce que c'est qu'il y a en arrière de ce fameux voile-là qui amène tant d'émotions? Ça doit pas être innocent. Il y en a qui disent, non, c'est un simple voile. Mais un simple voile n'a jamais amené tant d'émotions. Un fichu, voyons, qui va se battre et faire des manifs pour un fichu? C'est qu'il y a quelque chose en arrière. Et c'est ça qui est derrière, des luttes là-dedans. Alors, un enjeu principal, c'est, entre autres, dans la prostitution, une question de choix de se prostituer. On dit que 7-8% maximum, à peu près, des femmes tirent leur épingle du jeu dans la prostitution. Hein, un peu, on veut nous présenter la prostitution comme, j'appellerais ça une TTE, pas une PME, une TTE, une toute petite entreprise, comme un travail autonome. Vous savez, une femme qui a un travail autonome, bien, elle, ça donne qu'elle a un corps, mais ce travail autonome, c'est drôle, elle peut pas le faire longtemps. Elle peut pas être autonome longtemps, et jusqu'à quel point elle est autonome dans son travail. Alors, on nous présente une image idéalisée de la prostituée, voyez-vous, elle est belle, jeune, puis elle fait du pognon avec ça. Eh bien, c'est drôle, on ne nous parle pas, et la Cour suprême nous a pas parlé de l'atteinte à la dignité des femmes. Parce que ça veut dire que toutes les femmes reçoivent comme message qu'elles ont un corps qui peut être marchandisé. OK? Alors donc, la dignité des femmes est atteinte, mais on n'en parle pas. On voit plutôt la prostitution, on nous la présente comme dans la théorie de travail social. Il y a quelqu'un m'a dit qu'il s'intéressait entre autres au travail social. C'est un peu comme la gestion des méfaits. Vous savez, comment gérer la prostitution? Alors, il y a des groupes à l'intérieur du mouvement féministe qui nous disent comment gérer pour que ce soit plus sécuritaire pour les clients, hein, les condoms, puis tout ça, puis les examens, on examine si les prostituées sont pas malades, puis également la gestion des méfaits pour la propre prostituée, c'est-à-dire si on la met dans une maison de débauche, elle va être en sécurité. Comprenez? Alors, et si elle a besoin d'un chauffeur, mais non, c'est pas son proxénète. C'est un chauffeur qui la conduit pour la protéger. C'est son bodyguard. Mais il retire sans doute pas trop de pourcentage. On nous présente, et la Cour suprême, comme en des années 20, a acheté l'idée que la femme n'était pas une personne, ben ils ont dit, ben oui, ça va être son chauffeur. Imaginez des grands diplômes, des grands spécialistes qui arrivent à cette conclusion. Je me pose la question s'ils ont vraiment connu ce domaine. De quel bord aussi ils l'ont connu? Ça, c'est la question. Hein? Beaucoup d'hommes là-dedans. Bon. Alors, certains donc disent, on gère la prostitution. D'autres, comme la Clé, hein, la coalition pour les luttes contre l'exploitation sexuelle, dit, non, non. C'est pas gérer la prostitution qu'on veut, c'est abolir la prostitution. On n'en veut plus de cette marchandisation. Et ces femmes disent, tout comme PDF Québec d'ailleurs, que ce qu'on veut, c'est abolir la prostitution, c'est-à-dire décriminaliser les femmes,
mais maintenir les pénalités contre les hommes ou les femmes, si ce sont des femmes qui profitent, qui sont des clientes ou qui sont proxénètes, eh bien maintenir les pénalités contre ceux qui profitent de la prostitution, donc les clients et les proxénètes. Parce que ce qu'on sait, c'est que la prostitution conduit à la traite des femmes. Hein? Quand on manque, on fait des maisons de débauche, ben ça donne que la marchandise se détériore très rapidement. Et il faut aller en chercher des belles jeunes filles fraîches et neuves. Alors à un moment donné, ben c'est épuisé comme stock de jeunes filles. Et puis on est obligé de faire la traite aussi. Donc la traite des femmes est et des enfants, des mineurs, est très associée à la prostitution quand elle est généralisée. Alors donc il faut voir au-delà et même j'ai des gens, des amis, qui m'ont dit, moi, je serais même pour ça de gérer la prostitution en faisant un syndicat de prostituées. La personne te trouvait vraiment très évoluée. Alors, je ne sais pas si ça empêche l'exploitation d'avoir un syndicat, mais je pense pas il n'y a pas de syndicats qui m'ont affirmé ça. Alors donc, au-delà des choix personnels, qu'est-ce qui se passe? La même chose, et on voit à l'intérieur de certains groupes féministes des alliances entre les personnes, les femmes qui disent « c'est mon choix de me prostituer », ils font alliance avec les femmes qui disent « c'est mon choix de porter le voile ». Et pourtant, prostitution puis islam, ça ne devrait pas aller ensemble. Eh bien, on les voit sur le terrain faire des alliances. Eh bien, c'est mon choix de me porter le voile. Jusqu'où? Il y en a donc qui disent « les libertés religieuses devraient être prioritaire. Et ça fonctionne à l'intérieur du mouvement féministe actuellement. On doit respecter leur choix. Pourtant, dans le Coran, il n'y a pas de voile. Le Coran dit juste de mettre le voile sur la poitrine. Et tout à coup, ça se retrouve sur la tête et qu'on doit respecter ce choix. Ce sont souvent des gens qui n'ont, et pour la plupart, ils n'ont jamais lu le Coran. Alors, ils croient ce qu'on leur dit. Eh bien, il faut aller aux sources. La question qui se pose, et dans le voile et dans la question de la prostitution, c'est toujours la question de la non-hiérarchisation des droits. Écoutez, ça veut dire quoi la non-hiérarchisation? Ça a l'air d'un mot savant. Ça veut dire, est-ce qu'il y a des droits qui sont supérieurs aux autres? Ben, je pensais que pour des féministes, ils répondraient spontanément, ben oui, les droits des femmes, ça devrait passer avant les libertés religieuses. Ben non. Imaginez donc, la Fédération des femmes du Québec suit fidèlement le rapport Bouchard-Taylor. 2 hommes, ils n'ont pas trouvé de place pour une femme là-dedans. Eh bien, elle répète les mêmes choses. Il ne faut pas hiérarchiser les droits. Là, je me dis, est-ce qu'on est dans un groupe féministe ou on ne l'est pas? Qu'est-ce qui se passe là? Si un groupe féministe ne met pas les droits des femmes au-dessus des autres, qui va le faire? Qui? C'est à nous, les femmes, de le faire. Mais quand des groupes féministes ne le font pas, et c'est là que PDF Québec aussi, des femmes qui ont créé PDF Québec, ont dit, un instant, il faut le faire. Il faut le faire parce qu'on est en train de perdre ça. Oui, les droits des femmes, pour nous, doivent être supérieurs, au-dessus des libertés religieuses. Quand ce sont des libertés religieuses patriarcales qui veulent nous reculer, OK? Alors donc, il y a des conflit à l'intérieur du mouvement féministe pour dire « ouais, il va y avoir de la hiérarchisation, puis c'est les droits des femmes sur lesquels on va s'occuper en priorité. » Et d'autres groupes qui disent « non, il n'y aura pas de hiérarchisation. » Un autre débat qu'il y a, c'est sur le niqab, le voile intégral. OK? Je vais y revenir, mais est-ce qu'il va y avoir un voile intégral ou pas? Alors, vous voyez ici, il y a eu l'année passée un feu à Verdun. Et il y a un petit film qui est passé sur YouTube, hein, on voit tout maintenant sur YouTube, et là, on a évacué une famille, vous les voyez, ils passent en dessous d'une clôture. Vous voyez le pompier, et vous voyez qu'est-ce qui apparaît. Il y avait urgence de les évacuer, puis le monsieur a demandé à la dame, et à sa petite fille, vous le voyez, elle a peut-être 7-8 ans, d'après la grandeur, de prendre le temps de mettre des gants, de mettre une cagoule pour sortir et leurs vêtements. Ça, c'est pour évacuer un feu. Imaginez quand c'est pas urgent ce qu'ils doivent faire. Alors,
donc, cet aspect-là, le niqab, oui, on se bat là-dessus. Je ne sais pas combien de fois, à l'intérieur de la Fédération des femmes du Québec, je suis allée plaider contre l'attaque à la dignité des femmes que ce niqab. Eh bien, zéro écoute. C'est répétition par-dessus répétition. Faut pas leur enlever le droit de porter le niqab sur la rue. Ces pauvres dames vont être obligées de rester à la maison. Moi, j'en ai une solution simple. Me dit, si on interdit le niqab sur la rue, pendant 2 semaines, le mari va être obligé d'aller conduire les enfants à l'école, aller chez le médecin, faire les commissions. Ça va durer 2 semaines. La madame, elle restera pas à la maison longtemps. Elle va peut-être se reposer même pendant ces 2 semaines-là. Elle va n'avoir que les tâches à la maison. Parce que le mari, je pense, va comprendre que, je pense que tu vas sortir, OK? Alors donc, celle-là, vous l'avez vue, hein? Aussi à l'automne, hein? C'est au mois de novembre, des petits-enfants qui sont promenés, vous voyez? Eh bien, savez-vous qu'en 2010, en mai 2010, la Fédération des femmes du Québec a présenté un mémoire sur le projet de loi 94, où elle disait qu'il fallait faire une exception pour les éducatrices en garderie, qu'on devrait leur permettre de porter le voile intégral. Vous voyez le résultat? C'est tout un modèle à donner aux enfants. Une femme, ça doit cacher son visage. Si on disait les handicapés, cachez votre visage, les gens âgés, cachez votre visage, ça ferait un tollé. Les femmes, cachez votre visage, mais c'est normal, c'est leur religion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Que des féministes banalisent ça, c'est grave. Et c'est exactement la même chose dans le mémoire de la Fédération des femmes du Québec en janvier 2014. La même chose. Là, maintenant, elles ont été obligées de faire, même en 2010, un mémoire amendé. À toute vitesse, en 2 jours, ils ont envoyé un mémoire amendé il y a eu un tel tollé contre leur prise de position qu'elles ont reculé. Et maintenant, elles disent, nous sommes pour ça d'interdire le voile intégral, même en garderie. Ah, c'est nouveau, regardons ça. En mai 2010, c'était tout à fait le contraire. Mais maintenant, en janvier 2014, elles présentent un mémoire. Encore, de quoi elle parle, la Fédération des femmes du Québec? Elle parle de 3 raisons pour interdire le niqab. Pour des raisons de communication, pour des raisons d'identification, c'est qui ce madame-là qui vient chercher les enfants, des raisons aussi de sécurité. C'est un voleur qui est caché en arrière du niqab? Ces 3 raisons-là. Et pourtant, moi, 2 fois à l'intérieur de la Fédération, j'ai changé des procès-verbaux pour dire que j'avais déjà affirmé que c'est une atteinte à la dignité des femmes. Bien, un mémoire de la Fédération des femmes du Québec ne parle plus du tout et jamais que c'est une atteinte à la dignité des femmes. Eh bien, c'est de ça que PDF Québec, il y a des femmes qui ont écrit le manifeste. On était vraiment harassés, on en avait ras-le-bol. Quand est-ce qu'un mouvement féministe va défendre la dignité des femmes? En France, il y a eu une interdiction du lancer du nain. Il lançait le nain. C'était le travail du nain. Le nain a protesté. A dit non, moi c'est mon travail. C'est mon droit au travail. Je dois travailler, puis en plus c'est mon choix personnel. Donc permettez-moi d'être lancé. Il lance le nain comme on lance une balle. Non, des vrais nains, là, des humains nains. On lançait des nains. On lançait des nains. Et la loi a été passée pour interdire le lancer du nain au nom de la dignité des nains. Puis les nains ont protesté, ceux qui faisaient gagner leur vie en étant lancés comme ça. Est-ce que vous voyez le parallèle avec les femmes voilées? Qui disent, c'est mon droit au travail, c'est mon choix personnel. Eh bien, la dignité des femmes collective pose des questions à ce voile. Comme il y en a qui ont posé des questions au lancement du nain. Est-ce que vous voyez, c'est assez... quand est-ce qu'on va poser les questions que le féministe va pas perdre de vue? C'est comme si on avait perdu la boussole.
La boussole qui dit la dignité des femmes. Qui va la défendre si ce n'est pas des femmes? Faut-tu attendre que les juges de la Cour suprême le fassent? Non, je pense qu'il faut le faire nous-mêmes. Alors, défendre les droits des enfants. Alors, vous voyez, ça c'est un extrait du mémoire de la Fédération des femmes du Québec, là, en janvier 2014. L'État n'a pas à régir la manière dont les personnes agissent ou expriment leur appartenance religieuse dans la limite des droits d'autrui. Ah, c'est drôle, le droit des enfants, ils n'en ont pas parlé à la Fédération. Ils ne parlent pas droit des enfants d'avoir des messages sains. Est-ce que les enfants ont... Qu'est-ce qu'on dirait si la personne arrivait habillée, là, hyper sexualisée, le professeur ou l'éducatrice, les seins quasiment dégagés, puis c'est ça le modèle qu'on donne aux enfants, les parents, les autres diraient, mon Dieu, c'est pas le message je veux qu'on donne à ma petite fille, là, par mon petit garçon. Eh bien, il n'y a pas de problème, il semble, pour un voile. Le voile, c'est neutre. Alors là, c'est écrit, la FFQ serait favorable à une formulation indiquant que l'État peut demander à des usagers, des usagères d'enlever un signe religieux couvrant le visage pour des motifs de sécurité, d'identification ou de communication. Ah, la dignité est jamais là. Mais si la Fédération ne le fait pas, bien, PDF Québec devra le faire. Voilà la question. Également, toute la question du niqab, ce dont on ne parle pas au Québec, parce que c'est pas la rectitude politique d'en parler, c'est comment ça se fait que ces femmes-là, qui viennent de pays où ce n'est pas la tradition de porter un niqab, et qu'elles ont un niqab. Elles viennent d'Algérie, de Tunisie, d'Égypte, ce n'est pas, c'est en Arabie Saoudite. Eh bien, personne ose interroger les réseaux de mosquées qui sont drôlement financés et influencés par l'Arabie Saoudite, entre autres, où là, ça se pratique. Alors, c'est comme si c'était, quand ils disent « c'est leur choix », ah, leur choix. Eh bien, j'ai lu un article, le 25, qui date du mois de décembre 2013, donc tout récemment, dans le Courrier international, et on rapportait qu'en Tunisie, il y a un financement de femmes pour porter le niqab. Elles sont financées. Et afin de donner beaucoup de visibilité à la version salafiste de la religion musulmane, très intégriste. Ça se fait par des fonds caritatifs assez opaques. On mentionne, ce sont des femmes, je cite, ce sont des femmes qui acceptent de porter le niqab en contrepartie d'une rémunération équivalente à 30 dinars, ce qui veut dire 13 € par jour, et dont la mission consiste à parader avec cet habit un peu partout sur les marchés et dans les lieux publics pour l'intégrer dans l'espace urbain, le rendre familier et en banaliser le port. Est-ce que vous pensez que c'est financé juste en Arabie Saoudite? Ben, je ne sais pas, moi, cette femme, si elle reçoit de l'argent, là. Mais au mois de juillet, moi, je le réglerais vite, le problème des femmes qui disent c'est leur droit. Moi, je dis, portez-le un mois au mois de juillet et on en reparle. C'est chaud. Très chaud. Quand j'ai visité le Liban, j'ai un beau-frère qui est libanais. Dans les toilettes, j'ai vu des femmes qui venaient d'Arabie Saoudite et dans les toilettes, elles enlevaient tout leur niqab. C'est sûr, il y a juste des femmes dans les toilettes de femmes. Alors, une chance pour elles. Elles se mouillaient la tête complètement dans le lavabo, elles épongeaient avec une serviette et elles remettaient le tout. Ça veut dire que pour supporter ça, est-ce que c'est des droits égaux, ça? C'est leur choix. Vous pensez que c'est leur choix? Eh bien, il y a des femmes qui l'affirment à l'intérieur du mouvement féministe et je me dis, plus naïve que ça, c'est difficile à battre. Et pour enlever la naïveté, je vous le dis, il n'y a rien de mieux qu'un port d'un niqab tout un mois au mois de juillet et je vous jure que les positions vont changer rapidement. Je suis persuadée de ça. OK. Alors, le niqab n'est pas un choix personnel, c'est un choix de l'Arabie Saoudite, c'est un choix du Qatar, entre autres, mais ils ont un pouvoir financier tel, on l'a vu aux Jeux olympiques, hein, la femme on impose, OK, il va y avoir des femmes, et là, le comité olympique fait semblant de se réjouir, hey, des femmes vont venir pouvoir courir. Mais ils ont été obligés de respecter les deux conditions de l'Arabie Saoudite, c'est-à-dire qu'elle porte un voile,
C'est pas facile courir avec un voile parce qu'il fait chaud quand on court. Et en plus, elles ont accepté qu'il y ait un encadrement masculin, qu'il y ait un tuteur pour ces femmes. Alors, c'est supposé d'être la libération. Moi, je dis, est-ce que c'est la libération des femmes ou c'est ramasser de l'argent, la cagnotte de tous ceux qui sont les décideurs au comité olympique? Moi, j'ai des doutes fortement. Alors, je me pose. Et au Québec, c'est la même chose. J'ai entendu un homme qui, dans un groupe, qui a affirmé que en même temps, il affirmait que le port du voile, c'est le choix des femmes, puis qu'il faut respecter, puis il faut pas faire de discrimination. En même temps, il affirmait qu'en Tunisie, les féministes en Tunisie avaient fait un hold-up sur le printemps arabe et les révolutions arabes. Donc, il se plaignait des féministes qui essayent de protéger leurs droits contre les islamistes qui arrivent, puis ici, ils essaient de nous faire gober que c'est leur choix. Eh bien, moi, je dis que c'est suspect. C'est suspect de dire que c'est leur choix. Moi, je dis ne pas intégrer des discriminations et des exigences religieuses discriminatoires dans le fonctionnement de l'État minimum. C'est le minimum qu'on devrait avoir. Donc, certaines femmes vont être contre le voile. Entre autres, vous allez avoir l'avis du Conseil du statut de la femme. Le Conseil du statut de la femme avait déjà fait un avis contre la prostitution. Puis, a fait aussi, un peu avant, un an avant, un avis, affirmer la laïcité, un pas de plus vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Donc, le Conseil du statut de la femme qui prend position très différemment de la Fédération des femmes du Québec. Parce que souvent, je constate qu'on confond Conseil du statut de la femme, qui est un organisme gouvernemental, et le mouvement Fédération des femmes du Québec, qui est un mouvement de femmes, qui n'est pas un organisme gouvernemental. Alors, nous sommes d'accord avec cet avis du Conseil du statut de la femme en faveur de la laïcité, parce qu'on considère que le voile est un signe sexiste. Ça nous rappelle, dans notre jeunesse, la femme qui se faisait violer, c'est elle qui était la coupable. C'est elle qui portait la responsabilité. C'est elle qui l'avait provoqué. Elle n'était pas habillée de la bonne façon. Elle était trop maquillée. Peut-être qu'elle était même plus vierge. Elle n'était pas au bon endroit, puis pas habillée de la bonne façon, puis pas à la bonne heure non plus. Alors, la femme qui était la victime était la responsable. Ben, le voile envoie un message très semblable. C'est elle, avec ses cheveux, qui provoque l'homme. Elle doit les cacher. C'est pas l'homme qu'il faut qu'il voile ses yeux. Non, non. C'est les femmes qui doivent se cacher. Et c'est le message que la femme envoie quand elle porte un voile. Ma chevelure est responsable de provoquer les hommes. C'est moi la coupable avec mes cheveux. Alors donc, pour nous, c'est un recul dans le mouvement féministe. Alors que d'autres féministes banalisent ça totalement. Mais non, ça ne fait pas de mal aux femmes, c'est un fichu, qu'est-ce que vous avez? C'est leur identité. Et j'ai vu dans le mouvement féministe, justement, ces divisions autour du voile puis autour de la prostitution. Et les femmes disent, certaines disent, on ne va pas se prononcer. Pas se prononcer sur la prostitution, parce qu'il y a des groupes dans la Fédération des femmes du Québec qui sont contre la prostitution, puis il y en a qui sont pour. Eh bien, on ne se prononce pas. Bien, à ce rythme-là, quand il y a eu le droit de vote des femmes qui était demandé, il y avait des femmes qui étaient contre le droit de vote. Est-ce que la Fédération des femmes du Québec, ça avait existé à ce moment-là, aurait dit « Non, non, il y a des femmes à l'intérieur qui veulent pas le droit de vote, puis il y a des femmes qui le veulent, donc on ne se prononce pas. » Alors, on ne serait pas avancé. Nous, à PDF Québec, on dit « Oui, on se prononce et on avance là-dedans. » Oui, on est contre la prostitution, puis oui, on est contre le voile comme modèle à donner aux enfants. Ça ne veut pas dire qu'on veut les empêcher partout. Alors donc, ils sont pour une hiérarchisation des droits. Ils se disent même que c'est la mission première du mouvement féministe, c'est de défendre en priorité et de mettre au-dessus des autres les droits des femmes, et non pas de prêcher la non-hiérarchisation des droits. En plus, c'est demander d'être solidaire avec les femmes des autres pays qui se battent et qui sont mortes pour plusieurs pour avoir le droit de ne pas porter le voile. Eh bien, en solidarité, parce que maintenant, on ne fait qu'un seul monde.
Si ici au Québec, on banalise les droits, le port du voile, eh bien, c'est aider à la montée de l'islamisme aussi ailleurs. Alors, on a des responsabilités par rapport aux autres femmes et il faut en tenir compte aussi. Pour nous, le féminisme, c'est la solidarité, pas juste ici, mais aussi avec les femmes qui se battent ailleurs. Également, le féminisme aussi, qui est contre le voile, il est contre aussi un relativisme culturel qui est mal compris. Le relativisme culturel dit on doit tout tolérer. Il y a même certains, puis moi j'en ai vu, je suis anthropologue, j'en ai vu même parmi les anthropologues qui disent on n'interdira pas, faut pas interdire l'excision parce que c'est leur culture. Ou bien encore, comme Daniel Weinstock, qu'on avait fait venir donner une conférence, qu'il faut gérer l'excision, pas l'éliminer, la gérer. Faire ça dans un hôpital, enlever juste un petit morceau, pas tout. C'est exactement ce qu'il nous a prêché. Prêcher, je devrais peut-être retirer le mot, mais en tout cas affirmer. Alors donc, c'est un relativisme culturel qui n'a pas été bien compris. Et tout ça nous amène vie dans le mouvement. Et on arrive justement à avoir deux grands courants qui s'affrontent à l'intérieur du mouvement féministe. Pierrette en a bien parlé, Pierrette Gratton a bien parlé de ça aujourd'hui. Alors, on arrive donc au point 5, deux courants. Ces deux courants, c'est le féminisme que j'ai appelé égalitaire, c'est-à-dire qui recherche l'égalité des femmes, qu'elles puissent être égales aux hommes, et l'autre, le féminisme intersectionnel. Qu'est-ce qui les distingue? C'est pas facile quand on vit ça, et puis qu'on nous parle d'intersectionnalité. Moi, au début, ça faisait, mon Dieu, que c'est rébarbatif, ce terme-là. Qu'est-ce qu'il veut dire, donc, par intersectionnalité? Et d'ailleurs, quand on lit ces textes-là, je peux vous dire qu'on s'arrache les cheveux, même quand on a une maîtrise en anthropologie, c'est un charabia presque incompréhensible. Des femmes de la FEAS qui voulaient aller travailler aux États généraux en novembre passé se sont réunies puis ont dit « Oh non, vas-y toi Michel, parce que nous autres, on comprend pas qu'est-ce qu'il y a dedans. » Mais moi-même, je comprenais pas. J'étais obligée de relire 4 fois la phrase « Mais qu'est-ce qu'ils veulent dire au juste? » Je comprenais pas parce qu'il y a tout un nouveau charabia là-dedans. Alors donc, le féminisme égalitaire, on pensait qu'on le comprenait, puis je pense qu'on le saisit. Il s'inscrit dans la tradition des suffragettes. C'est celui qui s'est développé dans le Québec moderne, donc depuis fin des années 50 et les années 60. Le féminisme intersectionnel, fin des années 90 et surtout des années 2000. Donc, c'est quelque chose de récent. Quand je parle à des amis qui sont féministes, universitaires, avocates, procureurs de la couronne, etc., je leur parle, connais-tu ça, l'intersectionnalité? Non, qu'est-ce que c'est ça? Des féministes, elles ne savent pas que c'est ce qui est en train d'émerger. Eh bien, quand on va à la Fédération des femmes du Québec, je peux vous dire qu'on entend parler beaucoup et on apprend malgré nous. Alors, qu'est-ce que le féminisme égalitaire? C'est simple, hein, je le répète, c'est la position du Conseil du statut de la femme, de PDF Québec, qui vient d'être fondé tout spécialement maintenant. C'est la position qu'on avait dans le manifeste du 8 mars 2013. Son objectif principal, l'égalité des femmes avec les hommes, en faveur de l'émancipation, de la liberté des femmes. Lutter contre le système patriarcal, donc c'est ce qu'on vous a mentionné. Les solutions à ça, maintenant qu'on a identifié la cause, les solutions, il y a des nuances. Il y en a qui sont davantage pour une réforme, des réformes seulement, et certaines ont pratiqué un féminisme plus élitique. Un féminisme qui convenait seulement qu'à un petit groupe de personnes. C'est toute la différence entre se payer une gardienne à la maison et avoir un système de garderie ouvert et accessible, universel à tout le monde. C'est toute la différence, un petit groupe. Donc, c'est sûr que certaines ont pratiqué plus un féminisme élitique, mais moi, j'ai toujours été en faveur de ce qu'on appelle le féminisme radical. Je me souviens, mes élèves avaient peur immédiatement. D'ailleurs, je leur dis, avez-vous peur, les gars, que je baisse vos notes?
Il y en a qui m'ont quasiment fait oui quand j'ai dit féministe radicale. Ben non, c'est mal comprendre. Féministe radicale, tout de suite, c'est une extrémiste. C'est une lesbienne, puis elle haït les hommes. Ça va tout ensemble. Ben non, le mot radical vient du mot racine. Enlever le mal à la racine. Et cette racine, c'est le patriarcat, dont les hommes aussi sont victimes. Ben moins que les femmes. Mais ils sont pris aussi avec un corset social dans lequel ils sont obligés. Ils peuvent jamais pleurer. Même quand ils sont au salon mortuaire, on les voit, les gars, là, la pomme, viennent de perdre leur père, la pomme leur bouge. Là, il faut pas qu'il y ait une larme, là, puis là, il avale tout croche, là, puis là, ils se cachent pour pleurer. Les femmes, hein, on sait même, ils engageaient des pleureuses dans les salons mortuaires. Les femmes, ça pleure, mais pas les gars. Alors, eux aussi, les hommes sont pris avec cette image. Donc, c'est pas une haine des hommes, c'est un corset social qu'on interroge. C'est ça, le féminisme radical. Vous comprenez? Enlever le mal à la racine. Donc, tout le monde, et surtout les femmes, en sont victimes. Qu'est-ce qu'il veut, donc? Il veut une diversité, mais une diversité culturelle dans notre société, mais avec des balises, avec des limites qui sont les droits humains. On ne veut pas de différence de droits. On veut que tout le monde ait le même droit. Prenez le cas de la petite fille qui était à l'école et le père islamiste ne voulait pas qu'elle entende de la musique. Pas écrit dans le Coran, ça non plus. C'est une interprétation salafiste de la musique. La musique, elle nous éloigne d'Allah, il paraît. Eh bien, il a demandé à l'école que sa petite fille n'entende pas les petites comptines, les petits chants des enfants qui l'entouraient, la petite fille dans la classe. Et la Commission des droits de la personne a eu une idée géniale. Fournir à l'enfant un casque anti-bruit, de sorte que quand les enfants chantaient dans la classe, au lieu de s'intégrer, on lui mettait un casque anti-bruit. Imaginez, c'est supposé de lutter contre les handicaps, et là, on handicapait l'enfant temporairement le temps des chansons. Et ça, c'est l'idée géniale. Est-ce que vous voyez, quand on parle d'une perte de boussole, la boussole est déréglée, on a perdu nos repères. Alors donc, on ne veut pas de différence de droit. L'enfant qui vient d'un milieu salafiste ou autre, il a le droit d'être socialisé avec de la musique comme les autres. Il a le droit de s'intégrer avec ses petits amis de la classe et de chanter avec eux. Tandis que, donc, pas de différence de droit. Mais droit à la différence, mais sans différence de droit. Ça, entre autres, il y a un livre excellent de la sociologue Yolande Géda qui parle des accommodements religieux que je vous recommande très fortement. Droit à la différence, donc accommodement religieux, droit à la différence, mais non différence de droit. Voilà ce qu'on propose dans un féminisme égalitaire. Ça veut dire lutter également pour l'ensemble des femmes et non pas pour le choix de quelques-unes, le choix de se prostituer, etc., etc. Non. Les droits collectifs. Pierrette en a bien parlé ce matin. On dénonce également le sexisme. Le sexisme, ça s'appelle discrimination fondée sur le sexe. Donc, on ne veut pas. On veut se battre contre le sexisme, cette discrimination. On veut contrôler également, contrer le contrôle qui s'exerce sur les femmes qui peuvent être de 3 ordres. Contrôle sexuel, hein? La bataille pour l'avortement, contre l'excision. Pas la petite excision. On n'en veut pas du tout d'excision. Comprenez? Deuxièmement, le contrôle physique des femmes, c'est-à-dire toute la violence qu'on exerce contre les femmes. Oui, il faut se battre contre ça. Le contrôle social également. Les stéréotypes sexistes qu'on apprend en manuel scolaire. Vous voyez le problème? On s'est battu des années pour pas qu'il y ait de stéréotypes sexistes. Et là, on laisse entrer des femmes voilées qui envoient comme message que la femme est sous la domination d'un homme par choix personnel. J'ai parlé à une secrétaire dans une école qui était voilée depuis 1 an seulement. Ça faisait plusieurs années qu'elle était au Québec. Elle était depuis 1 an voilée. Je lui ai demandé pourquoi. Non, personne me l'impose, c'est mon Dieu. Ah oui, j'ai demandé comment ça se fait que votre Dieu, il vous parle? Comment vous avez su? Ben, c'est écrit dans le Coran. Ah oui, puis le Coran, qui l'a écrit et qui l'a interprété? Ah, j'ai pas eu de réponse. Sauf que, oui, c'est la vérité, c'est tout. Alors donc,
Et il faut contrer les contrôles sociaux, l'hypersexualisation, oui, c'est une bataille pour nous. Toute la question du travail invisible, c'est important. Les religions patriarcales également, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on leur donne l'aval? Ou bien si on dit stop à des comportements et surtout des pratiques culturelles sexistes? Ben, posons-nous des questions pour le moins. Donc, ça demande de changer des choses. Le féminisme radical veut changer des choses. Et changer des choses dans le féminisme, ça demande s'adresser à deux niveaux. D'abord, changer des structures de la société, hein, des lois, changer une charte des droits, comme il y a dans le projet de loi 60, l'équité salariale, la charte des droits, la parité en politique, sur les conseils d'administration, des programmes sociaux favorables pour les femmes monoparentales, sur l'aide sociale. Oui, il faut défendre les femmes sur l'aide sociale. Elles en ont besoin également. Et c'est défendre des femmes parce qu'elles sont souvent plus pauvres que les autres, plus pauvres que les hommes. Il faut aussi se battre pour le droit matrimonial, les conjoints de fait, toute cette question, donc, du travail invisible aussi. Mais en plus de changer les structures, il faut changer les mentalités. Faire de l'éducation, changer la socialisation des enfants dans la famille, la religion, l'école, les médias. Et pour ça, donc on a une tâche là, grande là, à faire. Daniel Weinstock nous disait, ça ne sert à rien de faire une loi contre l'excision. Ça ne sert à rien de faire une loi contre le voile. On va changer les mentalités, vous allez voir, ça va venir. C'est drôle, heureusement qu'on n'a pas attendu ça, changer les mentalités avant d'interdire la violence faite aux femmes. Sans ça, il y a encore des gens qui battraient, mais je vais leur parler, ils vont comprendre. Mais la femme elle-même peut être aliénée là-dedans. Hein? Mon mari, là, quand il boit pas, il est faim. Ouais, mais il boit tout le temps. Ça va pas bien. Et c'est pour ça que défendre les droits collectifs des femmes, ça veut dire qu'on a dit que même si la femme veut pas porter plainte contre son mari qui l'a violentée, elle n'a plus le contrôle là-dessus. Collectivement, on la défend. On y laisse pas le choix parce qu'on sait qu'elle peut être sous influence. C'est la même chose pour la question du voile, voyez-vous? Mais là, oh non, les droits religieux, c'est à part. C'est au-dessus des autres choses. On s'est battu assez longtemps pour que ce soit pas au-dessus des droits des femmes. Eh bien, je pense qu'il faut continuer la bataille. Et un des moyens importants pour ça, c'est la notion de la CEDEF. La CEDEF, on n'en parle pas. J'ai essayé, moi, à la Fédération des femmes du Québec, à en parler, mais voyez-vous, dans la CEDEF, qu'est-ce que c'est? C'est pour convention. Pour élimination toutes les discriminations, des formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF. C'est un accord international le plus important. CEDEF. Donc, au début des années 80, c'est devenu officiel. Ça devrait nous guider. Et là-dessus, il y a un article, l'article 6, si je me rappelle. Non, 6 contre la prostitution. Puis 2 pour éliminer toutes les pratiques discriminatoires sexistes. Il me semble que le voile et le niqab devraient entrer là-dedans. Eh bien, on s'est engagé, le gouvernement du Québec s'est entériné ça, le gouvernement canadien, la Cour suprême devrait en tenir compte. Niet. Rien. On n'en parle pas. La Fédération des femmes du Québec n'en parle que pour parler des droits sociaux, jamais pour dire les éléments qui sont litigieux dans le féminisme. Elles s'en servent pas, c'est étrange. Ben nous voulons nous en servir. La CEDEF. Oui, ça devrait être un de nos enjeux, nos chevals de bataille, éliminer toutes les discriminations faites aux femmes. C'est une convention, on veut qu'on l'applique. Voilà ce qu'on va demander. Alors, mais opposé à ça, vous avez un autre courant, pas d'accord avec tout ce que je viens de vous dire du tout, c'est le féminisme intersectionnel que Pierrette a bien, je ne sais pas si je vais même arriver à bien présenter ça comme Pierrette a fait ce matin. Alors, l'objectif, alors que le féminisme égalitaire, c'était l'égalité des femmes avec les hommes, le féminisme intersectionnel, c'est plus la même affaire. C'est l'égalité entre les femmes. Donc, on vient de glisser une égalité entre les sexes à une égalité entre les femmes. C'est la question de l'équité sociale qui est posée.
C'est le cheval de bataille de la gauche. Moi, j'en suis de la gauche et je suis d'accord avec ça, mais jamais oublier l'égalité des femmes avec les hommes. Je me faisais dire, moi, j'enseignais au Cégep du Vieux-Montréal, hein. Alors, j'enseignais la sociologie. Il y avait des tables moi, je suis assez proche des groupes marxistes, alors les marxistes disaient, « Oh non, il n'y a pas besoin de se battre pour les femmes. Vous allez voir, quand on va installer le système communiste, là, les droits des femmes vont tomber, là. Dans les mains des femmes, ça va être sans difficulté. » J'avais beau leur dire qu'avant le capitalisme, il y avait le patriarcat, puis que c'est pas le capitalisme qui l'a inventé, donc c'est pas le capitalisme si part qui va l'enlever. Ah, aveuglement. Et c'est beaucoup ça aussi à l'intérieur de la gauche actuelle. C'est secondaire, les droits des femmes. Vous allez voir que quand on va avoir la justice sociale, le patriarcat va quasiment tomber. Eh bien non. Ce n'est pas juste une question d'égalité entre les femmes. Et pourtant, le féminisme intersectionnel. Donc, ça a été bien expliqué ce matin, qu'est-ce que c'est cette conception-là? C'est une conception d'une intersection, comme une rue, hein? Alors, il y a des femmes qui connaissent dans l'intersection de plusieurs oppressions et qui sont doublement, triplement opprimées. Alors, ces notions-là ont toujours existé. Moi, je faisais des études en anthropologie et en sociologie, on faisait de l'intervention, et on n'avait pas besoin d'inventer l'analyse intersectionnelle. Pourtant, certaines ils disent, avant les femmes qui faisaient des études puis des interventions, ils oubliaient toujours qu'il y avait plusieurs facteurs. Mais non, on appelait ça des études holistiques, comme actuellement, des fois, on parle de la médecine holistique, c'est-à-dire qu'on voyait l'être humain dans sa globalité comme un tout. On n'avait pas besoin d'inventer l'analyse intersectionnelle. Mais ça a commencé beaucoup aux États-Unis, entre autres par des militantes noires qui ont commencé de parler du black feminism. Okay? Donc, la lutte des femmes noires, on dit, on se sent pas représenté dans le féminisme. Alors, on s'est mis donc à parler de la race. Mais de la race, ça a commencé à glisser vers d'autres choses. Alors, cette notion de race a été étendue progressivement à des femmes racisées. Imaginez-vous une Québécoise qui porte un voile et qui signe un texte disant qu'elle est une femme racisée. Et moi, je me dis, est-ce que cette femme québécoise, avec accent québécois et tout, avec un nom québécois, qui porte un voile, si ça commence à avoir des problèmes, elle peut l'enlever, son voile, c'est un choix. Et elle va passer pour une autre femme. Mais une noire ou un noir, peut-il enlever sa peau? Non. Lui, c'est pas un choix. Et je pense que, je trouve dommage qu'on banalise l'utilisation du phénomène de race, qu'on le réutilise pour parler des choix personnels, individuels. OK? Alors donc, la notion de race a été utilisée donc par femmes racisées, par des femmes noires, oui, des femmes aborigènes, autochtones, des femmes des pays du Sud, colonisées, des femmes non occidentales. Et maintenant, depuis quelques années, c'est utilisé par des femmes aussi qui prêchent un type de féminisme religieux. Alors, elles se disent racisées également. Donc, par leur choix religieux. Donc, est-ce que vous voyez que d'une race, on a glissé vers une extension de la notion de racisé? Deuxième intersection des oppressions, deuxième oppression, en plus de la race qui s'est étendue à toutes sortes de concepts, donc, et au voile islamique, la deuxième conception, c'est la notion de classe sociale. Alors, vous voyez toute l'influence marxiste derrière. C'est la lutte contre la pauvreté. Mais le problème, c'est que cette lutte contre la pauvreté, elle tombe dans un cul-de-sac, parce qu'avec l'intersectionnalité, non seulement c'est des femmes différentes qui connaissent des oppressions, mais on s'est mis à dévier pour stigmatiser les femmes avec des privilèges. Les blanches étaient devenues privilégiées et profitaient non seulement de privilèges, mais exerçaient de l'oppression et de la domination par rapport aux femmes qui ne sont pas blanches et occidentales. Alors, vous voyez le problème des femmes qu'on dit bourgeoises et aisées et de classe moyenne,
parce que ça va jusque-là, les femmes de classe moyenne, elles sont aussi privilégiées. Eh bien, qu'est-ce qui arrive si on lutte pour sortir des femmes de la pauvreté? Est-ce qu'on les sort de la pauvreté pour les lancer dans le groupe des femmes privilégiées? Aussi bien de pas lutter pour qu'elles sortent de la pauvreté, tant qu'à faire. Est-ce que vous voyez le problème? C'est que tu es privilégié ou tu es une victime. Et c'est là le glissement de l'analyse intersectionnelle. Et ça ne suffit pas d'avoir l'intersection de la race, de la classe sociale, mais également de l'orientation sexuelle. Et l'orientation sexuelle, c'est tout le militantisme des LGBT. Plusieurs personnes me demandent qu'est-ce que c'est que le LGBT. Bon, alors je vous ai préparé une petite diapositive. Lesbienne, gay, bisexuel et trans. Trans pour transsexuel et transgenre. Parce qu'il y a aussi à l'intérieur des nuances. J'ai une amie qui est transsexuelle. Et là, je lui dis, explique-moi donc ce qui vient de se passer en Angleterre, que des transgenres ont fait à choper un congrès de féministes parce qu'ils disaient, nous, on veut pas qu'il y ait juste des femmes, on veut qu'il y ait des hommes aussi. Parce que nous, dans notre tête, on est des femmes. Alors, elle m'a expliqué tout simplement, elle dit, Michel, elle dit, regarde bien, les transsexuels, ils ont subi une opération pour changer de sexe. Tandis que les transgenres, ça se passe dans leur tête. Ils sont des femmes. Ils n'ont pas besoin de subir d'opération pour devenir de l'autre sexe. Alors, elle me dit, imagine dans un vestiaire sportif où il y a des femmes qui se déshabillent ou qui s'habillent, là, et vous avez un homme qui, avec tous ses attributs et qui dit aux autres, aux femmes, « Inquiétez-vous pas, les filles, je suis une femme. » Confusion. Confusion à l'origine, hein? Est-ce que vous seriez rassuré par un homme dans le vestiaire qui vous dit « Pas de problème, je suis une femme. » En tout cas, si une petite fille, elle va être mélangée un petit peu. Va demander à ses parents de Birds and the Bees. Et là, c'est toute la question, hein, toute la question de l'identité sexuelle que ça pose. Quelqu'un me disait ce matin que dans une toilette, ça a l'air à Montréal, qu'il y a 3 types de toilettes. Toilette pour femmes, toilette pour hommes et autres, une toilette pour les autres. Les autres, qui sont-elles, qui sont-ils? Je ne le sais pas. Alors, vous voyez actuellement, et en France, j'ai vu des manifestations, et dans les pays scandinaves également, des gens qui réclament qu'on n'enseigne pas la théorie du genre. Avez-vous déjà vu ça, des manifestations contre la théorie du genre? Eh bien, il y a des manifs actuellement en France, puis dans les pays où c'est interdit, dans certains, les parents réclament qu'on n'enseigne pas ça. Alors, vous voyez, c'est toute la question. Oui, la question, les femmes ne sont pas que déterminées par la nature. Il y a tout un construit social, mais jusqu'où ça va, ce construit social? Eh bien, il y en a qui disent que ça va jusque dans les toilettes. Vous voyez, tout est construit. Et ces 3 éléments-là, la race, la classe sociale et l'orientation sexuelle, c'est la base des 3 oppressions majeures pour l'intersectionnalité. Et c'est greffé à ça d'autres éléments. D'autres éléments qui sont l'oppression par l'âge, donc on se bat contre l'âgisme, et l'oppression par des handicapés. Et là, c'est là que, vraiment, il y a beaucoup d'imagination à l'intérieur de la théorie intersectionnelle, parce qu'on a inventé un mot, le capacitisme. Ça, c'est les femmes, en tout cas, je vois ici qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, qui n'ont pas de handicap physique, en tout cas, visible, là. Et puis, alors, vous avez un privilège. Et puis, celles qui ont... on pourrait en abuser, vous comprenez, de ce privilège. Donc, on appelle ça la discrimination basée sur le handicap, le capacitisme. Alors, vous voyez des femmes ordinaires qui lisent des textes où il y a le capacitisme. Oui, il y a de quoi s'interroger. Moi-même, j'ai dit, bon, qu'est-ce qu'elles veulent dire au juste? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que on s'est mis, avec l'intersectionnalité, à critiquer le féminisme égalitaire, à dire que c'était la 2e vague. Moi, je me suis fait dire, vous pratiquez un féminisme dépassé.
Je lui ai répondu, « Ah, vous faites de l'âgisme idéologique, monsieur. » Il est resté sans voix. Alors, deuxième vague, troisième vague. Alors, quelqu'un m'a dit, « Oh, mais avec PDF Québec, vous faites des vagues. » Alors, j'ai répondu, « La deuxième, la troisième ou la quatrième vague? » Parce qu'effectivement, les vagues veulent dire, justement, la troisième vague, c'est toute cette vague de l'intersectionnalité qui, tout simplement, avait juste à dire à l'autre, comme argument, « Ben, toi, t'es la deuxième. » Bon, nous, on est rendu à troisième. Tu vois bien que c'est dépassé. C'est pas parce que tu t'auto-proclames troisième vague que tu es tout de suite dans la bonne voie pour défendre les droits des femmes. En tout cas, pour moi, c'est surtout pas ça. Alors, dans une deuxième vague dépassée. Alors, je me suis fait stigmatiser. Aussitôt qu'on a parlé de PDF Québec, il y a des gens qui sont prononcés dans le devoir, on dit, « Ah oui, Michel Sirois pratique un féminisme bourgeois occidental. » Alors, on va pratiquer le féminisme bourgeois occidental parce qu'on se fait étiqueter, là, tout de suite. Et un féminisme impérialiste et colonialiste également, hein? Alors, ça commence à être dur pour un être humain de subir ça, là. Se faire jeter des insultes comme ça par la tête, c'est difficile. Bref, un féminisme qui exclut les minorités. Alors que ce n'est pas ça, le féminisme égalitaire. C'est pas comme ça qu'on l'a pratiqué. Mais on nous a stigmatisés comme ça. Donc, on invente des termes, la blanchité. Moi, je pensais qu'il parlait d'une femme qui est blanche, mais non, d'une femme qui s'appelle Blanche, mais non, c'est la blanchité. Donc, on invente des concepts comme ça. On parle de l'hétérosexisme, puis on en vient presque, on se demande si c'est pas le rejet de l'hétérosexualité. Écoutez bien, le 8 août 2013, on nous a convoqués, donc, pour la marche du 8 août 2013, la deuxième marche des lesbiennes, qui était ouverte uniquement aux lesbiennes, fermée aux hommes, ça allait de soi, mais fermée aussi aux hétérosexuels. Alors, qu'on m'envoie l'information, comme membre de la Fédération des femmes du Québec, puis qu'on m'envoie comme message, « Présente-toi pas là, t'es hétérosexuel », je me suis pas sentie bien incluse là-dedans. Alors, la phrase, c'était, suivante, je cite, « Marche non mixte ouverte aux personnes qui s'identifient comme lesbiennes, / Gwyn, / Dykes ». Je me suis pas sentie appelée. Bon. Et pourtant, elles disent que nous faisons un féminisme qui n'inclut pas toutes les femmes. Et là, on se retrouve à se sentir exclus. Donc, la question, c'est qui on priorise? Les victimes ou les oppresseurs? Mais peut-on sortir de cette dichotomie, de cette division du féminisme? Parce que c'est un des pièges qui nous attend avec le féminisme intersectionnel, c'est d'avoir une fragmentation du mouvement féministe. Et d'ailleurs, j'ai entendu à l'intérieur, quand j'étais à l'intérieur des États généraux, que, oh non, c'est le féminisme pluriel. Il fallait tout mettre au pluriel. Tout ce qui était au singulier, ça allait au micro pour changer ça au pluriel. Parce que quand tu es pluriel, tu es pour la diversité, donc tu n'es pas raciste. Donc tu es pour les femmes opprimées. Mais si tu n'es pas pour ça, ben ça y est. Donc tu es raciste. Tu es contre la diversité, tu es raciste, puis tu es pour l'exclusion. Ça nous enferme. Donc, on parle plus du mouvement féministe, mais des mouvements féministes. On parle même à l'intérieur, on faisait la promotion du féminisme islamique. Parce que oui, il y a des militants du féminisme islamique. Moi, j'ai lu le Coran parce que je l'ai enseigné aussi. Eh bien, je suis pas sûre que ça va faire avancer les femmes. Parce que le féminisme islamique a commencé dans des pays les femmes qui vivaient sous loi islamique. Et ces femmes-là n'avaient pas le choix. Si elles voulaient faire avancer la cause des femmes, il fallait qu'elles tiennent compte de la religion islamique. Et surtout qu'elles disent que non, on est pour ça, là, l'islam et la religion. Notre religion, il s'inscrit, notre féminisme, il s'inscrit, les droits vont s'inscrire dans la religion. Sinon, elles avaient même, j'ai vu de certains textes qui disaient, on risque même notre vie si on menace l'héritage des femmes. Et il faut vraiment s'associer à la religion. Eh bien, ça a été pris par des féminismes islamiques,
les féministes islamiques, dans les pays qui sont, comment je pourrais dire, qui, comme nous, sous loi laïque, en tout cas pas parfaite, mais plus, non, mais comme nous, là, un régime plutôt laïque, pas complètement arrivé, mais davantage des lois laïques, eh bien, au lieu d'hausser les droits des femmes pour les faire monter, eh bien, avec le féminisme islamique, on commence à réduire pour les mettre au niveau des droits qu'il y a dans l'islam. Eh bien, c'est pas les droits en islam, les droits de l'homme en islam, ce n'est pas l'égalité des hommes et des femmes. C'est la complémentarité. Hein, on connaît ça, la complémentarité. Sans l'égalité, c'est pas ça qu'on cherche. Alors donc, on va avoir un féminisme islamique. Et moi, la question que j'ai vue, c'est, à chaque fois, elles affirment, c'est juste une question d'interprétation. Non. Dans le Coran, et elles ne touchent jamais au Coran, dans le Coran, il y a vraiment, les femmes ont moins de droits, 2 fois moins de droits à l'héritage que les hommes. Elles doivent être 2 témoins plutôt qu'une femme témoin. Il y a même une jeune fille québécoise qui a dit à sa mère qui avait été convertie, bien, c'est normal, maman, nous autres, on a nos émotions. Alors, c'est normal qu'on soit 2 pour témoigner, hein? Alors, donc, les femmes, 2 fois moins de droit au témoignage. Également, l'homme a le droit de battre sa femme s'il craint que la femme soit infidèle. C'est dans le Coran. Ce n'est pas une interprétation. La sourate 4, verset 34, c'est « Admonestez celles dont vous craignez l'infidélité, reléguez-les dans des chambres à part et frappez-les. Mais arrêtez de leur chercher plus querelle si elles vous obéissent. Allah est élevé et grand. » Eh bien, c'est la citation textuelle du Coran. Les féministes islamiques n'en parlent jamais. Elles ne font que dire que c'est une question d'interprétation, parce qu'elles ne peuvent pas toucher au Coran. Donc, la question, ces femmes qui sont dans le mouvement féministe, et qui se disent féministes islamiques, et qui défendent le Coran, et qui disent que ce n'est qu'une question d'interprétation, elles sont là pourquoi? Pour continuer avec nous à faire avancer la cause des femmes ou faire reculer certains droits des femmes? Moi, je me pose sérieusement la question, est-ce que leur agenda politique, c'est la cause des femmes ou c'est l'islam leur agenda politique? Voilà les questions auxquelles on peut... Voyez ce qui se brasse actuellement dans le mouvement féministe. Alors, vaut mieux, je me dis, occuper de nos affaires que les autres s'occupent de nos choses et puis que ça dévie. Et ça, c'est apparu à l'intérieur donc du féminisme, entre autres dans le cahier spécial du journal Le Devoir, juste avant les États généraux. Là, on n'avait jamais tant vu d'insultes. Alors, c'est dit comment le mouvement féministe, entre autres, comment le mouvement féministe québécois peut-il combattre l'Occident triomphant? Alors, moi, j'ai dit, ben Québec, je pensais que c'était dans l'Occident, est-ce qu'il faut se battre contre nous-mêmes? C'était textuel dans le cahier du Forum des États généraux. Comment le mouvement féministe québécois peut-il combattre l'Occident triomphant? Qui était à l'intérieur du mouvement féministe pour amener cette phrase-là? Le mouvement féministe, une autre page 78, le mouvement féministe doit trouver les moyens de refuser de participer à un discours colonialiste, dénoncé autant par les femmes dans les pays du Sud que par les femmes autochtones, les femmes québécoises immigrantes ou racisées. En effet, certains discours véhiculent l'idée selon laquelle le sexisme et les inégalités entre les sexes seraient l'apanage exclusif de cultures arriérées. Je ne pense pas qu'on ait des discours comme ça. Par opposition à la civilité du monde occidental. Ça a l'air qu'on se présente. Vous voyez, c'est toujours les bons et les méchants. Puis ça donne toujours dans la gang des méchants. Alors, à un moment donné, t'aimes ça être dans les bons, toi aussi. Fait que tu changes. Alors, donc, l'idée, c'est, oui, des causes légitimes. Défendre l'égalité entre les femmes, j'en suis. Et je pense que le mouvement féministe doit travailler à ça. Mais la question, c'est à quoi on va donner priorité? Est-ce qu'on va donner priorité au droit à l'égalité homme-femme ou si on va donner l'égalité entre les femmes qui va être notre priorité? Est-ce que vous voyez? C'est ça les enjeux.
La priorité. Pas, il y en a un qui est méchant, puis l'autre, non. On recherche l'égalité homme-femme, mais à quoi on donne priorité? Alors, l'intersectionnalité crée la zizanie à l'intérieur du mouvement. Ça va jusqu'à exclure des personnes qui n'ont pas la bonne façon de penser, qui n'ont pas, qui pourraient peut-être, vous savez, les mauvaises pommes à l'intérieur du panier. Alors, on les exclut. Le débat démocratique s'appauvrit. Ça veut dire que toute cette bataille, ça a été simple avec la Charte des droits. Vous l'avez vu, je n'ai pas besoin de vous la montrer. On l'a vu avec beaucoup de manifestations. Alors, pour moi, ça, c'est toute la question de la diversité culturelle. Comment on va la gérer? On va la gérer en laissant, en tolérant tout, ou on la gère en mettant des balises des droits universels. Pas de différence de droits dont j'ai parlé. Parce que, oui, il y en a des différences. Prenez les vêtements. Quand on voit, quand il fait chaud, des hommes qui semblent être de culture musulmane avec une femme voilée à côté, les manches longues, les vêtements longs. Puis lui, le gars, il se promène en sandales, en Bermuda. Il a tous les vêtements de la culture occidentale et les femmes doivent porter la culture identitaire, eux autres. Ils disent que c'est un voile identitaire. Oui, mais le gars, lui, c'est quoi son identité? Quand je suis allée une fois pour imprimer des documents au coin de la rue, dans mon quartier, le monsieur venait du Liban, celui qui est le propriétaire, puis il y avait une femme voilée à côté. Et c'était le mois de juin, puis il faisait chaud. Alors, la femme était voilée, avait des manches longues, etc. Puis moi, j'étais en blouse à manches courtes, puis j'étais bien confortable. Alors, je demande à la femme, « Est-ce que vous avez chaud? » Le gars, le propriétaire de l'imprimerie, il répond, « Non, elle n'a pas chaud. » Moi, je lui ai dit, « Monsieur, tant que n'avez-vous déjà porté ce voile? » Là, il était un peu gêné. Il a dit non, mais il fallait qu'il soit poli avec une cliente. Et la fille à côté me répond, « Non, c'est moins chaud que s'il était noir. » Je vous dis, c'est authentique. Alors, est-ce que c'est son choix? Elle a le choix de la couleur. Est-ce qu'elle a le choix de ne pas en porter? Est-ce que, vous voyez, ça traduit? Est-ce que, si on lui demande si tu votre choix, ben oui, c'est mon choix. Ben oui, elle a le choix de la couleur, elle. Puis le gars, il répond. Alors, je lui dis, vous direz, monsieur, que ce n'est pas chaud quand vous en aurez porté un mois au mois de juillet. Après, on va en parler, monsieur. Fait que là, il a fait un petit sourire, puis il est retourné à son impression. Alors, toute cette notion de choix, toute cette notion de choix personnel, c'est qu'on le confond avec la notion de consentement. Beaucoup de femmes consentent aux pressions. Puis elles finissent par dire, ben là, ils finissent par le choisir parce qu'il y avait des pressions de tout ordre. Des fois, les pressions sont beaucoup plus fermes. On a vu ce qui est arrivé aussi aux filles de la famille Shafiol. Oui, il y en avait eu beaucoup de pressions. Mais beaucoup de gens qui étaient allés voir, ils l'ont pas écouté. Ils l'ont écouté avec des oreilles multiculturelles. Ils ont fait venir le père par pure ignorance. Ils ont dit, ben, il faut que le père soit présent. Fait que les filles ont tout retiré leur témoin. Donc, c'est important qu'on se renseigne avant de prendre des décisions pour les autres. Quand on travaille dans des groupes communautaires, dans des centres, et même quand on prend des positions politiques. Donc, ce qui est important pour prévenir le crime d'honneur, il faut savoir connaître la situation et connaître les gens. Et pas faire n'importe quoi par pure ignorance. Alors donc, on a des responsabilités par rapport aux petites filles, et ça pose toute la question du voile pour les professeurs dans les écoles ou les éducatrices. Une petite fille qui subit des pressions à la maison, est-ce qu'elle va aller voir son professeur voilé pour dire, bien, vous savez, j'ai des problèmes à la maison? Non, parce que le père, en plus, il va s'en servir. Regarde, mets là le voile, parce que regarde, même ton professeur, là. Et de toute façon, si elle a eu une éducatrice qui a un niqab, elle va trouver qu'elle est bien chanceuse d'avoir juste un hijab. C'est tous les modèles. On ne va pas retirer les stéréotypes sexistes des manuels scolaires pour laisser d'autres types de stéréotypes, parce que c'est une question, c'est leur culture. C'est du racisme à l'envers, ça. Ce qu'on n'accepterait pas pour nous, ben on l'accepte pour les autres. Ce qu'on voudrait pas pour nos propres enfants, ben c'est correct pour eux autres.
Eh bien, je pense qu'il faut l'égalité. Alors, c'est ce à quoi que le féminisme de PDF Québec veut avoir. Cette photo, je l'ai trouvée quand on regarde le mémoire de la Fédération des femmes du Québec qui a été présenté, donc mis sur leur site en janvier 2014. Et cette photo-là m'a frappée. Qu'est-ce que vous voyez là-dedans? Vous voyez l'intersectionnalité. D'abord, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de femmes ridées là-dedans. Je n'oserais pas dire qu'il y a de l'âgisme, mais pas loin. Ils sont supposés défendre toutes les femmes, mais regardez les images de femmes, toutes belles, jeunes, pas trop plissées. Bon, je ne me suis pas reconnue, moi, là-dedans. Vous avez vu également qu'il y a 3 femmes sur 60%, oui, c'est ça, 3 femmes, 60% des modèles qu'on nous donne, qui sont des femmes, une qui vient, ça l'intersectionnalité, une vient à gauche, vous voyez, elle a un sari, c'est une femme immigrante, une femme noire, bon, une québécoise, jeune, une femme voilée tout de suite, donc 60%, puis une femme qui est aussi blanche. Donc, c'est pas ça la réalité au Québec, c'est pas représentatif, mais c'est représentatif tout à fait des priorités de la Fédération des femmes du Québec, par exemple. Et moi, je veux un féminisme qui tient compte des minorités, mais qui n'exclut pas les femmes majoritaires dans le Québec. Où s'en va-t-on? OK? Et vous avez, entre autres, donc, toute cette notion de cheval de Troie. Qu'est-ce que c'est que ce fameux cheval de Troie? Ça m'est venu, entre autres, d'un article qui est excellent, l'article de Micheline Desèvres qui s'appelle « Intersectionnalité, : féminisme enrichi ou cheval de Troie ». C'est quoi le cheval de Troie? Bon, j'ai trouvé ça sur Wikipédia, c'est tellement formidable. Hein? Alors, vous avez un cheval de Troie, c'est une mythologie grecque qui dit que les Grecs, dans le temps d'Ulysse, l'Odyssée, pendant 10 ans, ils ont assiégé la ville de Troie, puis ils n'arrivaient pas à rentrer dans la ville de Troie. Ils ont eu l'idée de faire un cheval, et puis des soldats se sont cachés à l'intérieur, puis tous les autres sont partis. Puis là, ben, les Troyens ont dit « Ah, le beau cheval, on va le rentrer. » Puis pendant la nuit, une fois qu'ils ont fêté, eh ben, les soldats grecs les ont sortis puis ont zigouillé. Bon, donc c'est cette question de l'intersectionnalité, est-ce un cheval de Troie? Ben moi, je trouve que ça pose bien la question, et c'est ça le défi qu'on doit relever. Est-ce qu'avec toute cette notion de solidarité avec les femmes démunies, les femmes racisées ou qui vivent des oppressions, est-ce qu'on s'en occupe? Je pense oui, puis il faut être solidaire. Mais pour enrichir notre féminisme, et non pas comme un cheval de Troie, pour que les priorités de d'autres groupes viennent à la place de la priorité des droits à l'égalité hommes-femmes. Vous saisissez la question. Faut pas avoir mauvaise conscience de donner priorité aux droits des femmes. Parce que si les féministes ne donnent pas priorité, qui va le faire? Ce serait pas normal. Prenez un syndicat qui dirait maintenant, c'est plus les droits des travailleurs qui est la priorité, c'est les droits des femmes. Les autres se plaindraient, et avec raison. Ils diraient, écoute, on paye des cotisations syndicales, il nous faut quelqu'un qui défende d'abord nos droits. Ça ne veut pas dire défendre aussi les droits des femmes, mais d'abord nos droits. La même chose pour l'environnement. S'il y avait des groupes environnementalistes, puis ils disent, maintenant, c'est les droits des femmes qu'on défend en premier. Oui, mais c'est l'environnement que tu dois défendre. Eh bien, la même chose pour les droits des féministes. Nous, notre mission, c'est défendre prioritairement les droits des femmes, pas les libertés religieuses. Donc, il ne nous faut pas un cheval de Troie parce qu'actuellement, dans le mouvement féministe, il y a de tout. Tout ce qui circule dans la société circule aussi dans le mouvement féministe. Et il y en a qui ont d'autres agendas, mais qui sont au bon endroit et au poste clé pour influer sur les décisions. Et là, on arrive à des décisions comme en mai 2009 à la Fédération, qu'ils ont voté la décision qu'on appelle du ni contre le voile, ni pour l'obligation du voile, donc, et ni pour l'interdiction du voile. Ça a l'air égal, ça, et ça ne l'est pas. Parce que l'interdiction du voile, ça se contrôle. Mais
obliger le voile, je ne vois pas comment la Fédération des femmes du Québec va aller surveiller dans les maisons si c'est obligatoire ou pas. Et comment on va protéger les femmes dans les maisons, dans les milieux culturels, dans leur milieu? Comment on va les protéger contre les pressions? Comment on va les protéger contre les crimes d'honneur? Comment on fait ça? On ne peut pas le faire. Donc, ce n'est pas équivalent à leur proposition du NINI. Tandis que si on protège les droits collectifs des femmes, ce qu'ils ont fait, exemple dans l'exemple du nain dont je vous ai parlé au début, on a dit on interdit le lancement du nain, eh bien, ça permet d'avoir une protection de l'ensemble des nains. C'est la même chose pour les femmes. Si on interdit, et c'était la position en France pour interdire le voile aux petites filles dans les écoles, c'est pour les protéger. C'est des filles qui sont allées dire à la commission Stasi, qui étudiait la situation, qui sont allées dire interdisez le voile, et ça va nous permettre de dire c'est pas nous. Ça va nous permettre de l'enlever le voile, au moins à l'école, pour qu'on puisse pas subir les pressions personnelles. Parce qu'individuellement, on ne peut pas se protéger. Tandis que collectivement, oui, on peut se protéger. Donc, on est pour des droits collectifs. Alors, PDF Québec, c'est exactement ça qu'il veut faire. Enrichir un féministe et non pas faire entrer un cheval de Troie pour perdre de vue notre boussole qui est notre mission. Alors, vous les avez dans le petit dépliant. Vous avez qui nous sommes, un groupe donc féministe, ça a bien été dit, féministe, mixte. Mixte, mais les femmes gardent le leadership. Les hommes ont un statut à l'intérieur de PDF Québec de membres qui nous supportent. Il y a beaucoup d'hommes qui nous supportent, il y a beaucoup d'hommes qui ont endossé le manifeste, qui ont été là côte à côte auprès des femmes aussi. Il y a des hommes féministes. C'est pas parce que tu es une femme que tu es nécessairement féministe, et c'est pas parce que tu es un homme que tu n'es nécessairement pas féministe. Alors donc, on refuse que soit remise notre société démocratique et laïque. On veut se battre pour une égalité de fait et pas juste de droit. On veut rassembler des femmes. On dirait qu'on veut scinder. Hein? Il y en a qui ont dit « vous voulez séparer, faire éclater le mouvement ». Ben, je pense qu'il était déjà éclaté, le mouvement. Quand on commence à parler des mouvements féministes, puis qu'on trouve que c'est très bon, le féminisme islamique, ben oui, je pense que c'est temps qu'on redresse la barre pour qu'on n'aille pas dans un mur. Alors, ça veut dire se solidariser. Pour PDF Québec, ça devient très important de créer des alliances, entre autres avec la FEAS. Moi, je suis membre aussi de la FEAS. J'ai découvert des femmes de terrain qui faisaient de l'éducation. FEAS, ça veut dire Association féminine d'éducation et d'action sociale. Oui, c'est des femmes qui font de l'éducation et de l'action. C'est plus de 10 000 membres répandus dans tout le Québec, dans toutes les régions du Québec. 10 000 membres, ça c'est important. Elles sont représentatives, elles ont des positions sur la prostitution, pour l'abolition de la prostitution, des positions sur la laïcité extrêmement progressistes. Oui, créer des alliances avec certains syndicats qui sont d'accord, avec également des groupes communautaires, des centres de femmes, avec des groupes abolitionnistes de la prostitution. On va créer des alliances. Également, un allié naturel pour l'instant, c'est le Conseil du statut de la femme, qui présente des avis qui sont extrêmement progressifs, qui font avancer la cause des femmes. Se battre autour de la CEDEF, donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, combattre toutes sortes d'éléments, le contrôle sexuel, physique et social, et lutter contre l'infériorisation, les discriminations vécues par nous, par les femmes, parce que nous sommes femmes. C'est ce qu'on appelle des discriminations systémiques. Parce que femmes, on vit ça. Donc, en conclusion, cesser de reculer, penser, s'informer sur ce qui se passe ailleurs, pour pas répéter des bêtises, dire « Ah oui, l'islamisme existe ailleurs, au Maghreb, en Égypte, mais il n'existe pas au Québec. » J'ai entendu ça d'universitaires. Et là, la question, tu dis, mais est-ce que tu regardes les mêmes affaires que moi? Est-ce que
il n'y a pas des réseaux sociaux, Al Jazeera vient jamais au Québec. C'est comme si les réseaux sociaux s'arrêtaient à la frontière du Québec, comme s'il y avait une bulle qui nous protégeait contre toutes les influences négatives. Est-ce que ces gens-là sont allés sur le terrain? Je me pose réellement la question, ou s'ils restent dans leur tour d'ivoire universitaire? Ça, c'est la question. Donc, arriver à Québec, s'informer, pour ça, ça veut dire pour moi, penser globalement, le voir ces réseaux intégristes, voir également tous les systèmes financiers, le néolibéralisme qui est en train d'agir sur la condition des femmes, qui nous appauvrit. Oui, le voir, ça. C'est pas parce que c'est opaque qu'on s'y intéresse pas, tout est contraire. Donc, un peu comme une phrase qu'on entend souvent, penser globalement, mais agir localement. Agir dans nos groupes, agir dans nos centres, agir dans nos formations. Voilà ce qui est la mission de PDF Québec, et ça nous met dans l'obligation donc de critiquer l'intersectionnalité. Alors, PDF Québec, en conclusion, fait appel à vous, pour réfléchir ensemble sur où s'en va le mouvement féministe, également pour que nous nous mobilisions tous ensemble pour un vrai féminisme rassembleur, un féminisme unitaire, tout ensemble. Et le 8 mars, c'est la belle occasion pour créer ces solidarités-là. Et je vous remercie de m'avoir écouté, de votre patience.